Ça fait 13 ans qu'on gère chez Pictet, qui est le pionnier dans la gestion climatique européenne, une stratégie qui investit dans la transition énergétique et les énergies propres. Et je crois que si on prend un peu de recul sur ces 13 dernières années, on a eu vraiment 3 périodes distinctes. Une première période, jusqu'au début des années 2010, je dirais, qui s'est caractérisée par beaucoup d'investissements envers les énergies renouvelables, mais qui à l'époque malheureusement n'était absolument pas compétitive avec les énergies fossiles. Et par conséquent, on connaît la suite, dépendance aux subventions gouvernementales, effondrement des prix et des situations difficiles pour beaucoup d'acteurs et une performance boursière décevante. Et puis, on a eu une deuxième période à partir des années 2010, disons de 2012 à 2017 ou 2018, où typiquement les investissements dans les énergies renouvelables ont été beaucoup plus réduits et on a eu beaucoup d'opportunités d'investissement nouvelles dans le domaine de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire au sein de nos bâtiments, de nos usines et dans le monde du transport, grâce notamment à une innovation technologique très forte dans le domaine des semi-conducteurs. Et puis, on est rentré il y a 1 ou 2 ans, je dirais, dans une troisième période qui est de loin la plus positive et la plus encourageante pour notre thème parce qu'elle rassemble un certain nombre de points d'inflexion dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport, dans le domaine de nos usines, et qui, pour reprendre l'exemple des énergies propres, se caractérise par le fait qu'un grand nombre de utilities, c'est-à-dire des fournisseurs et producteurs d'électricité, vont aujourd'hui investir en grande majorité dans des projets solaires et éoliens pour leur croissance future, alors que ces mêmes acteurs investissaient dans le passé dans les énergies fossiles. Et donc, on a accès aujourd'hui, en termes d'investissement, à un énorme réservoir de sociétés qui sont des sociétés avec un profil de risque très défensif, en fait, mais néanmoins des sociétés de croissance auxquelles on n'avait tout simplement pas accès de par le passé, puisqu'elles investissaient dans des énergies fossiles et la partie investissement renouvelable, qui représente aujourd'hui un quart de notre portefeuille, qui a doublé en l'espace de 12 mois, est devenu en fait l'inverse de ce qu'elle était dans le passé, c'est-à-dire la période la plus défensive du portefeuille, par opposition à une partie beaucoup plus risquée, de type fabricant de panneaux solaires chinois à l'époque. Oui, et on est enfin arrivé dans une ère où les énergies renouvelables sont devenues, dans de nombreuses régions du monde, pas toutes encore, mais dans de nombreuses régions du monde, la source d'électricité la moins chère. Si on prend l'exemple des États-Unis, l'énergie éolienne est de loin la source d'électricité la moins chère par rapport aux énergies fossiles, par exemple. Et aujourd'hui, quasiment toutes les décisions d'investir dans une nouvelle centrale de production d'électricité éolienne est basée sur des considérations purement économiques, par opposition dans le passé à une logique plutôt de pression législative ou réglementaire. Ce qui fait une énorme différence. On a une logique environnementale, mais le fait que la logique économique soit là aussi est extrêmement important. Et pour vous donner quelques chiffres, aux États-Unis, on avait 70% de la production d'électricité en 2006 qui était basée sur le charbon et le nucléaire, qui sont passés à 47% en 2018 et qui devraient tomber à 20% d'ici 2030. Et à l'inverse, 1% seulement de la production d'électricité en 2006 était d'origine éolienne et solaire, qui sont grimpés à 8% en 2018 et qui devraient grimper encore à 40% d'ici 2030, ce qui, dans le domaine de l'énergie, qui a une inertie importante et une véritable transformation de cette industrie. Pour bénéficier de cette croissance dans le monde renouvelable, on a typiquement accès aujourd'hui à, comme je le disais, un grand réservoir de sociétés qui fournissent cette électricité, comme par exemple NextEra Energy aux États-Unis, qui est le plus grand développeur renouvelable sur le continent américain. On peut citer Ørsted au Danemark, qui est le leader reconnu dans l'opération des parcs éoliens en mer, ou également, pour rester avec des exemples européens, Enel ou encore Iberdrola. Il faut s'intéresser à l'éolien en mer. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements dans le monde de l'éolien en mer seront multipliés par 8 sur les 10 prochaines années et la capacité éolienne en mer de production d'électricité sera multipliée par 15 au cours des 20 prochaines années, d'ici 2040. Donc on aura beaucoup de croissance. C'est une source d'électricité qui aujourd'hui est toujours un peu plus chère que l'éolien sur Terre ou que l'énergie solaire, mais qui connaît une innovation technologique faramineuse. Les dernières turbines éoliennes en mer mesurent quasiment 300 mètres de hauteur, c'est-à-dire quasiment la hauteur de la tour Eiffel, et avec des pales de 110 mètres chacune, donc un diamètre de 220 mètres, ce qui est absolument colossal. On a eu ces 2 dernières années
dans les prix constatés sur le marché, une baisse de coût de 30% en l'espace de 24 mois seulement. Et l'Agence internationale de l'énergie estime que d'ici 2040, donc d'ici les 20 prochaines années, on aura 60% encore de baisse de coût sur cette technologie, qui va donc augmenter sa pénétration également dans le monde des renouvelables. On peut citer certains exemples de sociétés comme Ørsted, encore une fois, qui est le leader dans l'opération des parcs éoliens en mer. C'est une société danoise. On peut citer également Vestas ou Siemens Gamesa, qui sont deux Européens leaders dans la fabrication des turbines éoliennes elles-mêmes. Et également, dans un autre registre, Prysmian, qui est une société italienne, qui est leader dans les câbles électriques de grande qualité. Ce sont des câbles sous-marins qui vont acheminer l'électricité produite par cette turbine éolienne en mer jusqu'au centre de consommation sur la Terre. Oui, il faut avoir en tête que si on a comme objectif de long terme, en termes de direction, d'avoir une économie zéro carbone en 2050, c'est l'objectif du Green Deal européen annoncé par Ursula von der Leyen de la Commission européenne, on devrait avoir dans le domaine des renouvelables 85% de la production d'électricité de sources renouvelables, encore une fois, en 2050. Mais d'un autre côté, on devrait en gros électrifier 80% de notre économie. Ça veut dire 80% du monde du transport, de nos usines et de nos bâtiments qui utiliseraient une énergie électrique, c'est-à-dire la plupart des voitures seraient électriques à horizon 2050 et dans nos bâtiments, on utiliserait pour se chauffer et se refroidir des pompes à chaleur et des climatisations plutôt que des chaudières mazout et des chaudières à gaz. Et si je devais citer deux autres grandes révolutions ou points d'inflexion, en plus de celles des renouvelables, je mentionnerais dans le monde du transport l'e-mobility, c'est-à-dire l'électrification du monde du transport. On devrait avoir en Europe et en Chine, dans 10 ans seulement, chaque année, plus de voitures électriques vendues que de voitures à essence. Et là, on peut jouer ce thème-là à travers différents investissements, typiquement des sociétés de semi-conducteurs comme NXP Semiconductor aux États-Unis ou ON Semiconductor, ou également des sociétés comme Aptiv, qui est un équipementier automobile américain avec une technologie de pointe. Et puis, deuxième révolution dans le monde industriel de nos usines, avec l'innovation technologique dans le monde des semi-conducteurs et les progrès dans le monde de l'intelligence artificielle, on voit la naissance en ce moment de logiciels extrêmement sophistiqués de simulation qui révolutionnent nos méthodes de fabrication au sein de nos usines. Et ça, c'est une deuxième révolution extrêmement importante avec des sociétés comme Ansys aux États-Unis ou Autodesk également, ou pour citer un exemple français, Dassault Systèmes.